Ils suscitent la peur ou la vénération. Ils sont souvent haïs, mais toujours respectés. Les serpents sont entourés de mystères. Leur comportement est mal connu et souvent étonnant. Dans certaines religions, les serpents représentent la sagesse ou l'immortalité. Pour d'autres, ils sont l'incarnation du diable. Ces animaux sont présents dans toutes les cultures et on leur attribue souvent des pouvoirs hors du commun. Certains relèvent du mythe, d'autres sont bien réels. Les serpents savent tromper leur proie et leurs prédateurs. Ils peuvent tuer très rapidement grâce à leur venin ou grâce à leur force physique. Ils savent se fondre dans le paysage, survivre des années sans manger, ramper, nager, grimper dans les arbres ou se jeter dans le vide. Certains sont même aquatiques. Le serpent verruqueux ne s'aventure jamais sur la terre ferme. Son squelette ne pourrait pas supporter son poids hors de l'eau. Pour respirer, il sort les narines à l'air libre toutes les 20 minutes. Tous les serpents ont la même capacité presque inimaginable. Ils savent se régénérer. Celui-ci semble en fin de vie. Sa peau est sèche, terne et plissée. Il ne mange plus et réagit agressivement à tout ce qui bouge autour de lui. Ses yeux sont opaques. Il est presque aveugle. Pourtant, il n'est pas en train de mourir, mais plutôt de renaître. Il va bientôt faire sa mue. Sa peau se déchire et se détache progressivement de son corps. Il s'en débarrasse, à commencer par la tête. Il se frotte sur des cailloux et des branches pour faciliter le processus et faire apparaître sa nouvelle peau. Lisse, brillante et colorée. Le serpent a retrouvé la vue et l'appétit. Chez les humains et de nombreux animaux, l'épiderme se renouvelle petit à petit, en permanence. Mais chez les reptiles et surtout les serpents, la mue est plus facile à observer.
La peau est couverte d'écailles et dénuée de pores. Elle n'a pas d'orifice pour évacuer la sueur ou les fluides odorants. Elle est d'un seul tenant. Et quand elle devient trop petite, il faut en changer pour ne pas entraver la croissance. En effet, le serpent grandit toute sa vie. Selon les espèces, sa taille maximale peut varier de moins de 10 cm à plus de 10 mètres. Outre la génétique, l'alimentation joue un rôle dans son développement. En cas de pénurie de proie, le serpent ralentit son métabolisme pour ne pas mourir de faim ou souffrir de difformités physiques. Dans le cas contraire, quand elles sont abondantes, il donne la pleine mesure de son potentiel. L'anaconda géant et le python réticulé sont les plus grands serpents du monde. Ils peuvent engloutir des animaux de la taille d'une antilope. Au XIXe siècle, des expéditions scientifiques ont exploré les régions reculées d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Sud. Certains observateurs auraient croisé des serpents de plus de 20 mètres. D'après les récits des explorateurs, ils en ont même capturé. Mais comme ils n'avaient pas les moyens de les conserver ou de les transporter, aucune preuve ne permet d'attester ces témoignages. Le plus long serpent répertorié serait un python réticulé, capturé en 1912 sur l'île des Célèbes, en Indonésie. Il a été mesuré après sa mort et atteignait 10,76 m. Aujourd'hui, l'anaconda vert détient le record du monde. Le plus gros étudié par des scientifiques en 1960 faisait 8,45 m. Moins long que le python, il est plus lourd, avec un poids pouvant atteindre 200 kg. Le plus petit serpent du monde est aussi l'un des plus étonnants. Le serpent aveugle, ou serpent des pots de terre, mesure environ 6 cm. Une simple goutte d'eau lui permet de s'hydrater pour plusieurs jours. Il se nourrit de fourmis et de termites et vit en grande partie sous terre. Il se distingue par sa taille, mais surtout par son mode de reproduction. La population est composée en majorité de femelles. Et pourtant, les serpents aveugles n'ont aucun mal à se reproduire. Cette espèce pratique la parthénogénèse. Les femelles peuvent donner naissance à des petits sans avoir besoin d'un mâle.
Cela fait de cette espèce les serpents les plus répandus sur la planète. Chez les autres serpents, la reproduction se passe de manière classique. La parade nuptiale est simple. Le mâle repère une femelle et l'immobilise pour la féconder. Il est attiré par les phéromones qu'elle émet quand elle est réceptive. Il passe plusieurs jours à flairer sa piste chimique avec les récepteurs de sa langue. Ensuite, il doit la convaincre qu'il est un bon géniteur potentiel. Il se frotte à elle pour gagner ses faveurs. Ce rituel amoureux est aussi une question de vie ou de mort. Le faux corail est ophiophage, c'est-à-dire qu'il mange des serpents. Chacun a peur que la rencontre ait une issue fatale. Mais, après tout, la priorité est la perpétuation de l'espèce. Le mâle et la femelle évitent les mouvements brusques qui pourraient être mal interprétés. Le mâle se place sur le dos de la femelle et la maintient fermement à terre. Il possède 2 organes génitaux, appelés hémipénis. Il en insère un dans le cloaque de la femelle. Les hémipénis sont bordés par des éperons qui peuvent stimuler la femelle pour assurer une fécondation réussie. L'accouplement dure en moyenne 20 minutes, mais chez certaines espèces, cela peut aller jusqu'à plusieurs heures. Le mâle et la femelle s'accouplent avec plusieurs partenaires et se séparent immédiatement après. La femelle pondra, puis abandonnera ses œufs. Les œufs se développent dans son corps pendant 6 à 8 semaines et à la fin de la gestation, elle cesse de s'alimenter pour éviter tout problème dans la croissance des embryons. Tous les serpents peuvent jeûner, même en temps normal. Ils peuvent se priver de nourriture pendant de longues périodes, sans avoir besoin d'hiberner ou de dormir pour ralentir leur métabolisme. Ils ont dû s'adapter pour développer un mode d'alimentation particulier. Ils alternent les gros repas et les longs jeûnes. Certains ne mangent rien pendant plus d'1 an. Ils peuvent aussi arrêter de boire. Pour les petites espèces ou les jeunes serpents, qui se nourrissent de mammifères, la moyenne varie d'1 proie par semaine à 1 par mois. La plupart mangent encore moins souvent. Le mode de locomotion des serpents est efficace,
car ils peuvent se déplacer dans n'importe quel habitat. En revanche, plutôt lents, ils sont incapables de pourchasser une proie. Pour chasser, les serpents tentent des embuscades. Ils se cachent dans la végétation en s'enroulant sur eux-mêmes et attendent le bon moment pour attaquer. Ils se projettent vers l'avant, avec une portée d'environ 1/3 de leur longueur. C'est avant tout un jeu de patience. La cible doit être proche. C'est aussi une question de chance. Mais les serpents savent choisir les bonnes cachettes. Ils n'ont aucun mal à passer inaperçus. Les motifs et les couleurs de leurs écailles se fondent dans leur environnement. Et ils savent rester immobiles ou avancer très lentement. Ils se déplacent par reptation, en faisant onduler leur corps en silence. Leurs techniques de camouflage sont utiles pour chasser, mais elles les rendent aussi plus difficiles à repérer pour les humains. Elles sont à l'origine d'accidents avec des espèces venimeuses. Les hommes ont appris à se méfier des serpents à cause de leur venin, qui est avant tout une adaptation à l'écosystème. Le but du poison n'est pas défensif. Il sert avant tout à neutraliser les proies. À l'origine, c'était une substance pour la prédigestion des repas. Le venin était injecté dans le corps des proies au moment où elles étaient avalées. Comme les serpents ne peuvent pas les déchiqueter ou les mastiquer, ils doivent les engloutir entières. Ils en sont donc venus à sécréter une substance chimique pour accélérer la décomposition de la chair, de la fourrure et des os. Le venin est ensuite devenu une arme offensive très efficace. De nombreuses espèces ont appris à craindre les serpents pour cette raison. Les scientifiques classent les espèces selon le mécanisme utilisé pour l'injection du venin. Les solénoglyphes ont des crochets mobiles, longs et creux. Ils sont situés à l'avant de la mâchoire et se redressent quand ils attaquent. Ceux des protéroglyphes sont au même endroit, mais courts et fixes. Les opistoglyphes ne chassent pas avec leur venin. Sa seule fonction est digestive. Leurs crochets ne sont pas creux. Ils ont un sillon où coule le venin. Et ils sont situés à l'arrière de la bouche pour se planter dans la proie au moment où elle est avalée.
Le venin des cobras et des mambas est une neurotoxine. Il s'attaque au système nerveux, paralyse la proie et finit par arrêter son cœur. Celui des vipères et des crotales contient des hémotoxines. Il tue en faisant coaguler le sang. L'Organisation mondiale de la santé estime que les morsures de serpents font environ 100 000 morts par an. Les espèces les plus meurtrières ne sont pas forcément les plus venimeuses. Le danger vient avant tout de celles qui vivent près des habitations humaines. Certaines hantent les terres agricoles et les jardins, à la recherche de rongeurs venus profiter des récoltes et des déchets. Les serpents sont des prédateurs essentiels contre les rats et les souris, qui pourraient infester les écosystèmes. Ils participent au maintien de l'équilibre naturel et empêchent les rongeurs de propager des maladies et de faire des ravages dans les récoltes. Finalement, ils sauvent davantage de vies qu'ils n'en prennent. Les serpents peuvent engloutir une proie plus grosse que leur crâne. Les Dasypeltis détiennent le record d'ouverture maxillaire. Ils peuvent avaler un repas 15 fois plus gros que leur tête. Ils ne chassent pas en embuscade. Et pour cause, leurs cibles sont immobiles. Ils les localisent grâce à leur odorat, en agitant leur langue bifide et en suivant les concentrations de particules olfactives dans l'air. Le Dasypeltis a un régime alimentaire exclusif. Il ne mange que des œufs et sait repérer les nids laissés sans surveillance. Il choisit son repas avec soin. L'œuf doit avoir la bonne taille et surtout ne pas être avarié. Le serpent risquerait de s'intoxiquer. Il colle sa gorge sur la coquille. Si elle est chaude, c'est bon signe. Ensuite, il s'enroule autour de l'œuf pour l'empêcher de rouler pendant qu'il l'avale. Ses mâchoires n'ont pas de dents, mais de petites crêtes pour agripper la coquille sans la casser. Les Dasypeltis préfèrent les œufs non fécondés, sans doute pour ne pas faire de tort aux oiseaux, qui sont une source alimentaire vitale pour eux, et parce qu'un embryon développé est moins nourrissant qu'un œuf normal. Le Dasypeltis se contorsionne pour écraser l'œuf contre ses vertèbres cervicales. Il casse la coquille pour en extraire les nutriments.
Étonnamment, le Dasypeltis respecte l'écologie de son habitat. Il prend un seul œuf pour ne pas mettre en danger la survie des oiseaux. Les serpents n'ont pas une vue très précise. Ils ne perçoivent que les mouvements autour d'eux. Ils utilisent leur odorat pour identifier et localiser leur proie. Certains peuvent même détecter la chaleur et se repérer en suivant les rayonnements infrarouges. Avec leur langue, ils captent les particules chimiques olfactives qui flottent dans l'air. Sur leur palais, l'organe de Jacobson analyse la composition de ces particules et informe le cerveau en quelques centièmes de seconde pour qu'il prenne la bonne décision. Ce petit gecko est concentré sur la construction d'un abri où il sera protégé des prédateurs et du soleil. Il n'a pas senti la présence du serpent qui approche lentement. Il a peut-être confondu le reptile avec une simple branche. La vipère a repéré la chaleur du gecko. À cette distance, elle le voit enfin. Finalement, la vipère change d'avis. Après tout, elle préfère les mammifères. Les serpents se nourrissent d'insectes, de poissons, d'amphibiens ou d'autres serpents. Parfois, l'évolution les a poussés à s'attaquer à leurs congénères. C'est le cas du serpent roi. La vitesse joue un rôle essentiel pour lui. Il doit mordre sa victime à la tête pour l'empêcher de se défendre. Comme il n'est pas venimeux ou constricteur, il ne peut ni l'empoisonner ni l'étouffer. Sa technique consiste à avaler sa proie vivante et à attendre qu'elle meure asphyxiée dans son système digestif. Ses cibles préférées sont les crotales et d'autres espèces venimeuses. Les serpents rois sont immunisés contre leur venin, mais ils ne prennent aucun risque. Leur stratégie vise à neutraliser la proie pour la rendre incapable de mordre. Pour s'en prendre à un autre serpent, il faut développer des tactiques hors pair. La langue des serpents joue un rôle dans la perception des odeurs, mais elle peut aussi servir d'appât. Certains l'agitent comme s'ils voulaient imiter les contorsions d'un ver.
sa couleur varie selon les espèces. Elle ressemble par exemple à une chenille, pour attirer les animaux qui en raffolent. D'autres serpents ont d'étranges protubérances sur la tête. Elles peuvent ressembler à un bourgeon pour chasser des espèces herbivores. La queue du serpent peut aussi être un appât ou un leurre. Face à un prédateur, un oiseau par exemple, il faut détourner l'attention loin de la tête pour pouvoir le mordre. Si l'oiseau est petit, c'est l'occasion de faire un bon repas. Certaines espèces tentent des pièges élaborés. Quand un mocassin d'eau est en chasse, il laisse l'extrémité de sa queue bien visible. Elle est fine et d'une couleur différente du reste du corps. Il agite la queue pour faire croire que c'est une chenille. Il cherche à tromper les animaux qui guettent les insectes et les larves sur le sol de la forêt. La queue de certains serpents a une autre fonction. Les crotales sont aussi appelés serpents à sonnette en raison de leur cascadelle. C'est un bruiteur composé d'écailles en forme d'anneaux imbriqués dont le nombre s'accroît au cours de la vie. Les crotales tentent de repousser les prédateurs ou les gros animaux qui risquent de leur marcher dessus. Pour être encore plus impressionnant, les crotales se redressent et se contorsionnent. Ils mordent quand ils n'ont plus d'autre choix. Avant d'attaquer, de nombreuses espèces mettent en garde leurs ennemis. Elles cherchent avant tout à économiser leur précieux venin. Cette vipère à cornes frotte ses écailles les unes contre les autres pour avertir les animaux des environs qu'ils doivent garder leur distance. Cela suffit à les décourager.
Les crotales, les vipères et les cobras mordent rarement si on les laisse tranquilles. Quand ils se sentent menacés, les cobras tentent d'impressionner leur adversaire. Ils adoptent une posture de combat en redressant un tiers de leur corps et en déployant leur coiffe. Le ringale n'a pas besoin de venin. Ce n'est pas un hasard si ce serpent d'Afrique australe est surnommé cobra cracheur. Ses jets de venin peuvent atteindre 3 mètres. Les léopards ont appris à les éviter. Ce jeune manque encore d'expérience. Il n'a jamais croisé de cobra cracheur. Il a eu de la chance. Si le venin avait touché ses yeux, il l'aurait aveuglé. La fourrure ou la peau, elle, ne risque rien, à moins qu'il y ait une plaie. Les couleurs vives et les motifs des écailles, surtout les rayures, sont des avertissements. Les serpents envoient de nombreuses mises en garde avant de passer réellement à l'attaque. Le faux corail est protégé par son apparence. Peu d'animaux osent s'en prendre à lui. Cette femelle s'est accouplée il y a 5 semaines et elle a trouvé un trou sous un arbre pour pondre. La température et l'humidité seront idéales. Certains, comme les pitons, couvent leurs œufs, mais la plupart les abandonnent. L'instinct maternel des femelles se limite à trouver un bon endroit pour leur développement. Les serpents sont des animaux solitaires. Ils ne collaborent jamais et n'ont aucune organisation sociale. Les femelles n'élèvent pas leurs petits. Les couples se forment uniquement pour la reproduction. Certaines femelles peuvent stocker les spermatozoïdes de leur partenaire plusieurs années. Elles attendent que les conditions soient réunies dans leur habitat pour les féconder. La plupart des serpents sont ovipares, mais certains sont ovovipares. Les œufs éclosent dans le corps de la femelle et les serpenteaux y poursuivent leur développement jusqu'à la mise bas. C'est le cas des boas, des serpents marins et des vipères. Le plus remarquable chez les serpents est leur variété et leur capacité d'adaptation. C'est ainsi qu'ils ont pu coloniser la plupart des écosystèmes. Ils sont nombreux dans les forêts pluviales et les marécages. Mais on en trouve aussi dans les régions froides, où ils ont appris à hiberner pendant la mauvaise saison. Sous certaines latitudes, ils ne sont actifs que la moitié du temps. Quand il fait moins de 20 degrés, ils sont léthargiques. Ils aiment le soleil.
Leurs habitats préférés sont chauds et secs. Ils aiment vivre dans les déserts, même les plus inhospitaliers. Ils doivent pourtant se méfier de la température du sol. Encore plus élevée que celle de l'air, elle peut provoquer un arrêt cardiaque. Elle dépasse parfois 70 degrés. Et ils ont trouvé le moyen de réduire au minimum les contacts avec le sable brûlant. Le mode de reptation de la vipère à cornes s'appelle déroulement latéral. Elle soulève la tête et se cambre pour avancer. Un seul côté de son corps touche le sol, à seulement 2 ou 3 endroits. Puis elle se contorsionne dans l'autre sens, pour alterner les points de contact et éviter de se brûler. Le petit boa des sables est parfaitement adapté à son environnement. Il a l'anatomie d'un animal fouisseur. Ses écailles sont plates. Ses yeux sont partiellement enfoncés dans son crâne pour minimiser les frictions. Et son nez plat est parfait pour creuser le sable. Les modes de locomotion des serpents sont variés, mais ils ne sont pas rapides. En cas de danger, ils ont davantage tendance à se cacher qu'à fuir. La tarentule n'a pas repéré ce repas potentiel parce qu'il a eu le temps de disparaître. Plusieurs serpents du désert utilisent la tactique de l'enfouissement. Dans cet environnement, le sous-sol est le seul endroit où se cacher. Cette adaptation est sans doute née de la nécessité de se protéger du soleil. Les serpents ont ainsi découvert le pouvoir de l'invisibilité et donc de la chasse en embuscade. Les espèces venimeuses n'ont pas besoin de déployer beaucoup d'efforts. Après avoir mordu leur proie, elles la laissent s'échapper, le temps que le venin agisse. Deux mois après la ponte, c'est le moment de l'éclosion.
serpenteaux sortent lentement. Ils resteront dans le nid quelques jours, le temps de s'habituer à l'air libre. Ils n'ont pas besoin de leurs parents. Ce sont des adultes en miniature, guidés par leur instinct. Dans l'œuf, ils se nourrissaient d'un liquide nutritif qui leur a fourni des réserves pour plusieurs jours. Dès la naissance, ils savent chasser et se mettront bientôt à chercher des proies. Certains serpents sont une menace pour les hommes, mais ils représentent une infime minorité. Selon l'Organisation mondiale de la santé, à peine 200 des 3000 espèces connues sont potentiellement dangereuses. Ils jouent un rôle essentiel dans l'écosystème. Ils sont nécessaires à son équilibre et donc à la survie de la population humaine. Ils ne provoquent jamais le combat délibérément. Ils ne cherchent pas à attaquer. Ils n'ont rien contre les hommes. Comme tous les animaux, ils cherchent seulement à survivre. S'ils font peur, c'est avant tout parce que nous les connaissons mal. Finalement, le plus grand danger est notre propre ignorance.